Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À mon fils Oumar Ly dit Zidane. Sois un gendarme de la lutte contre la corruption. Exergue. Le plus comique est que la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption sont des ingrédients essentiels du rideau de fumée que répand le pouvoir. Jean d'Ormesson, écrivain, journaliste et philosophe français, 1925 à 2017. Dieu, les affaires et nous. Préface. La corruption est un phénomène très dangereux et nocif, qui porte atteinte à la démocratie, à l'état de droit. Elle aggrave la pauvreté et empêche la lutte contre celle-ci. En effet, des ressources destinées à l'investissement pour le développement sont détournées par des agents indélicats, hypothéquant de ce fait la possibilité de construire des maternités et des hôpitaux, des écoles, des forages pour la fourniture de l'eau potable, des routes, etc. Cette situation est surtout vécue dans les pays en développement où les ressources financières sont souvent rares ou même soumises à l'exploitation des entreprises qui maîtrisent la technologie et disposent de flux de capitaux importants. La lutte contre la corruption devient une nécessité absolue dans les pays en développement dont la vie publique est, dans des pans entiers, gangrenée par le phénomène. Le Niger n'échappe pas à cette situation. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, le pays n'a guère dépassé 38 points sur 100, ce qui témoigne du niveau endémique de la corruption. Néanmoins, le combat contre la corruption est engagé non seulement par les pouvoirs publics à travers divers services de l'administration mais aussi des organisations de la société civile et de simples citoyens. En plus des organes traditionnels de contrôle de gestion comme l'Inspection générale d'État, les inspections des finances, les inspections de services, le service du contentieux de l'État, les cours et tribunaux, des nouvelles institutions ont vu le jour. Il s'agit de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, HALCIA, le Bureau Information, Réclamation et lutte contre la corruption et le trafic d'influence, la Cellule de traitement des informations financières, CENTIF, les pôles judiciaires en matière économique et financière, le pôle antiterroriste, etc. Malgré l'effort de mise en place de cette kyrielle d'institutions pour combattre le phénomène, la lutte véritable contre la corruption rencontre de nombreuses difficultés. Mieux, des obstacles de taille se dressent pour affaiblir sinon anéantir la volonté de mettre fin aux pratiques corruptives. Ces obstacles sont aussi divers que variés, les uns moins surmontables que les autres et ayant tous un lien avec notre conception du pouvoir, notre gestion économique et financière, le cadre juridique et institutionnel, en somme le niveau actuel de notre développement social. Le livre de M. Abdourahmane Oumar Ly vient porter la lumière sur tous ces obstacles et difficultés de toutes sortes dans la lutte contre la corruption au Niger. C'est une contribution inestimable dans le combat contre ce phénomène dangereux qui anesthésie tout effort de développement économique et social du Niger. Chercheurs, étudiants, acteurs de la société civile, l'ouvrage de M. Ly apportera beaucoup dans votre quête de connaissances sur la corruption au Niger. Mieux, cet ouvrage facilite la tâche aux prises de décision et constitue un stimulant pour l'avènement d'une volonté politique forte et clairement affichée pour combattre le phénomène de corruption dans notre pays. Maman Wada, président de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, ANLC, section de Transparency International. Liste des sigles et abréviations. Introduction. Le 8 juin 2018, le Ghanéen Daniel Batidam dépose sa lettre de démission du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption dont il était membre, en dénonçant la mauvaise gouvernance, l'abus de pouvoir à des fins de profit personnel et le manque d'intégrité au sein de plusieurs départements de l'institution continentale. Ironie du sort, la démission est révélée au moment où l'Union africaine est réunie, en début juillet 2018 pour son 31e sommet à Nouakchott, en Mauritanie, pour plancher justement sur le thème « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Au-delà de l'acte qui est rarissime en Afrique, la démission d'un haut responsable de ses fonctions, celui-ci pointe du doigt un phénomène qui semble ne pas reculer même au sein des instances chargées de le combattre. La corruption est aussi vieille que le monde.
Platon attirait déjà l'attention que les serviteurs de la nation doivent s'acquitter de leur service sans recevoir la moindre gratification. Se forger une opinion et s'y tenir n'est pas chose facile, mais c'est pour un homme le moyen le plus sûr d'y obéir loyalement à la loi qui lui dit « Ne rends aucun service en échange d'un présent ». De nos jours, le fléau est mondial. Toutes les sociétés le connaissent à des degrés et sous des formes diverses dans tous les compartiments de la vie. La Banque mondiale estime que la corruption peut faire baisser de 0,5 à 1% le taux de croissance annuel d'un pays. Des travaux de recherche réalisés par le FMI ont montré que l'investissement dans les pays corrompus est inférieur de près de 5% à celui réalisé dans les pays relativement exempts de corruption. Parler de corruption, c'est être sûr d'utiliser un langage compris de tout le monde, elle est vécue, mobilise les efforts, est combattue mais difficile à éradiquer. Le lexique des termes juridiques la définit comme un comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents, à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers. La corruption est dite passive lorsqu'elle est le fait du corrompu, elle est dite active lorsqu'elle est le fait du corrupteur. Autrement dit, il y a corruption lorsque l'auteur du comportement place ses intérêts au-dessus des gens et des idéaux qu'il s'est engagé à servir. Il faudrait une situation dans laquelle l'individu soit investi d'un pouvoir public ou privé. En Afrique, la corruption demeure sans doute le plus redoutable défi qui se pose à la bonne gouvernance. Elle est un frein à la croissance et au développement du continent qui apparaît comme la région la plus corrompue au monde, la moins développée et la plus en arrière. Selon le rapport 2017 de Transparency International, en dépit de quelques progrès enregistrés, le phénomène s'aggrave sur le continent avec ses conséquences socio-économiques et politiques multiples et dévastatrices. Compte tenu des effets néfastes de la corruption sur le bien-être et l'économie mondiale, une conscience internationale est apparue pour lutter contre le fléau. Elle a pris la forme d'un instrument légalement contraignant à l'échelle mondiale. Ainsi, les Nations Unies ont adopté en décembre 2003 la Convention contre la corruption qui est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. Elle contient notamment des dispositions de prévention de la corruption et des règles organisant la coopération internationale ainsi que des normes de nature procédurale. Les États parties à la Convention ont l'obligation d'aligner leurs politiques, procédures et législation aux mesures prescrites par la Convention. Cet élan mondial de lutte est renforcé avec l'avènement des ONG internationales comme Transparency International, qui font de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille. Sous l'effet combiné de la mondialisation, de la démocratisation, des pressions des institutions financières internationales et de la société civile, l'Afrique n'est pas en marge de ce mouvement mondial. Elle a pris à bras-le-corps le phénomène à travers l'UA qui a engagé plusieurs initiatives de lutte contre la corruption sur le modèle de la Convention de l'ONU. Ainsi a été adoptée la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Les objectifs de la Convention, tels qu'énoncés à l'article 2, souligne la coopération entre les États parties à travers essentiellement des actions de prévention, de répression, de coopération et d'éducation. Conformément à son article 22, il a été créé un mécanisme de suivi dénommé Conseil consultatif sur la corruption dont l'objectif principal est de suivre la mise en œuvre de la Convention ainsi que de donner des avis sur la lutte contre la corruption à l'UA et ses États membres. De leur côté, les sous-régions ne sont pas en reste. Les mesures législatives prises par les États membres pour rendre applicable lesdites conventions en droit interne sont variées, souvent à grand renfort de publicité. Comme pour afficher toute la volonté politique, divers slogans tout aussi déterminés et résolus à freiner, voire éradiquer le fléau sont proclamés. Par exemple, Boulala au Niger, Épervier au Cameroun. Mais force est de reconnaître que les résultats enregistrés ne sont pas à la hauteur, car la corruption habite l'Afrique, comme si tant d'efforts n'étaient pas déployés et de ressources mobilisées. Le présent essai se penche sur un fléau qui fait l'objet d'une abondante littérature. Au Niger, de nombreuses études dans tous les secteurs de la vie socio-économique lui sont consacrées, mais le sujet reste inépuisable du fait de ses intérêts et ses angles d'attaque.
Sur le plan humain, la corruption est ressentie surtout par les couches vulnérables dont les droits sont atteints. En effet, la corruption constitue une atteinte aux droits civils, politiques, socioculturels et économiques de l'homme. Sur le plan communautaire, la corruption est un problème social qui existe en marge des lois et constitue une menace à l'ordre établi à travers ses multiples méfaits. Au plan étatique, elle touche à la question de la gouvernance en affaiblissant la capacité de l'État de fonctionner efficacement et porte atteinte à la légitimité du pouvoir. Quel crédit accorder à des dirigeants qui arrivent au pouvoir ou à des institutions qui fonctionnent sur la base de la corruption ? Pour ce sujet, il n'y a donc presque rien de nouveau sous le soleil. Cependant, son principal intérêt réside dans l'approche qui consiste à mettre l'accent sur les obstacles qui anéantissent tous les efforts visant à combattre la pandémie. Aussi, la problématique posée consiste à savoir pourquoi les institutions anticorruption mises en place et pleinement opérationnelles peinent à être efficaces ? S'agit-il de faiblesses liées au texte, de manque de volonté politique véritable, ou de mentalité propice ? Il faut noter que cet essai n'est pas un catalogue de recensement des formes, des causes et des conséquences des pratiques corruptives. Il se veut avant tout pragmatique, en partant des institutions établies au Niger, donc loin de la réflexion théorique. Il est axé dans un premier temps sur les principaux organes mis en place pour combattre le fléau qui sont d'une extrême diversité. Première partie. Dans un second temps, les obstacles à la lutte seront passés en revue, deuxième partie, avant de formuler des propositions tendant à renforcer les mécanismes existants, troisième partie. Première partie, les principaux organes de lutte contre la corruption. Au Niger, la corruption constitue une préoccupation majeure et constante aussi bien des dirigeants que des citoyens. Pour ces derniers, elle vient juste après la pauvreté. L'enquête réalisée dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption révèle que 85,66% des répondants perçoivent que la corruption est très fortement accentuée au Niger, touche tous les secteurs de la vie socio-économique et prend des formes diverses. La volonté de combattre le fléau a toujours été affichée, tant à travers le discours politique de tous les régimes qui se sont succédés que dans la loi fondamentale. Même les régimes militaires prennent prétexte de la corruption pour faire irruption sur la scène politique, apparemment sans solution de fond durable. Afin de marquer sa volonté à faire de la bonne gouvernance, le Niger a adhéré aux principales initiatives internationales et régionales de lutte contre la corruption. Les conventions des Nations Unies contre la corruption et celles de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ont été respectivement ratifiées en 2008 et en 2005. Il faut également signaler l'adhésion au protocole sur la lutte contre la corruption de la CEDEAO et à l'initiative sur la transparence des industries extractives, pour ne citer que ces initiatives. À travers ces différents instruments, faut-il le rappeler, les États s'engagent notamment à prévenir et à incriminer la corruption, à mettre en place, rendre opérationnelles et renforcer les autorités ou agences nationales chargées de lutter contre la corruption, ainsi qu'à promouvoir la coopération internationale. Depuis la réintroduction de la démocratie dans les années 90, divers organes judiciaires, titre 1, et non judiciaires, titre 2, sont en place pour freiner le phénomène. Faute de pouvoir étudier tous les organes établis de nos jours, le critère de choix réside dans le fondement légal de leur création. Aussi toutes les institutions mises en place par une loi seront étudiées. Pour chacun des organes retenus, il sera question de voir sa composition, son organisation, ses missions et surtout sa contribution directe ou indirecte à la lutte contre la corruption. Titre 1. Les organes judiciaires de lutte contre la corruption. Parmi les organes judiciaires, coexistent les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées. Dans le cadre du présent essai, nous retiendrons les trois principales juridictions, à savoir la Cour des comptes et le pôle judiciaire et les chambres spécialisées en matière économique et financière. Chapitre 1. La Cour des comptes, juridiction de contrôle des finances. Dans le cadre des objectifs de convergence économique et financière, l'UEMOA prend des décisions et résolutions pour faciliter l'intégration des pays. C'est ainsi que l'une des actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la directive numéro 02/2000 CMUEMOA, portant code de transparence dans la gestion des finances publiques,
est la mise en place des cours de compte autonomes dans les 8 pays de l'Union. La Cour des comptes du Niger a remplacé la Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême. Au terme de l'article 141 de la Constitution, la Cour des comptes est la plus haute juridiction de contrôle des finances. La loi n° 2012-A08 du 26 mars 2012 détermine ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. Il y a lieu d'examiner successivement sa composition et son organisation section 1, ses attributions section 2, avant de s'appesantir sur sa contribution à la gestion publique section 3. Section 1, la composition et l'organisation. Paragraphe 1, la composition. La Cour des comptes comprend le cabinet du premier président, le siège, le parquet général, le secrétariat général et les chambres régionales, non encore installées. La provenance de ses membres est diversifiée bien qu'ils soient nommés suivant le même mode. 1. Une provenance diversifiée. La Cour comprend des magistrats de l'ordre judiciaire parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé et des personnes reconnues pour leurs compétences en matière économique, financière, fiscale, comptable, informatique ou toute autre matière nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. 2. Un mode de nomination uniforme. Tous les membres de la Cour sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Paragraphe 2. L'organisation en 4 chambres. La Cour des comptes comprend 4 chambres à savoir: la première chambre chargée des opérations de l'État, la deuxième chambre chargée du contrôle des opérations des collectivités territoriales, la troisième chargée du contrôle de la gestion financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d'État, des sociétés d'économie mixte, des organismes subventionnés par l'État et autres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.